Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau de l'émission. À votre avis, comme toutes les semaines, nous sommes en direct et en public, vous venez de le constater. Nous allons parler ce soir de nos vieux jours et plus exactement de nos pensions. Pour certains, elles sont en danger, en grave danger, mais si on ne change rien, répond-on, eh bien, on ne pourra plus payer ses pensions. Le débat est important, il porte aussi sur la pénibilité de certains métiers et nous en parlerons bien entendu au cours de ce débat. Je vous présente nos premiers invités. Il y a tout d'abord Michel Meyer, président de la CGSP. Bonsoir. Bonsoir. Face à vous, il y a Jean Hendrix, membre du comité académique des pensions. Avec nous également Frédéric Dardenne, député fédéral PS, et puis David Clarinval, chef de groupe MR à la Chambre des représentants. Et vous représentez précisément ce soir Daniel Baclen, empêché par d'autres obligations. D'autres invités dans le public, comme notamment Eugène Ernst, secrétaire général de la CSC Enseignement, mais également des citoyens, des travailleurs qui viendront nous dire ce qu'ils pensent de l'avenir de leur pension. Mais pour lancer ce débat, comme toutes les semaines, on accueille Pierre Kroll. Bonsoir Pierre. Alors, les pensions, ça vous concerne, ça me concerne, ça nous concerne finalement. Vous ne pouvez pas trouver un débat qui touche autant les gens. Vous avez beaucoup dessiné là-dessus. On est tous concernés du moment qu'on atteint l'âge de la pension. Mais c'est combien l'âge de la pension maintenant? On ne sait plus. Donc je vous ai retrouvé ce petit dessin. Vous voyez, on se tracasse toujours plus jeune de sa pension. Le petit garçon là, qui demande à sa mamie de lui expliquer un petit peu, parce qu'avec la réforme, il est perdu. Et puis alors, vous allez certainement en parler, la pénibilité, quels sont les métiers dans lesquels on pourrait arrêter plus tôt parce qu'on ne tient pas plus loin, ou plus tard, voilà. J'en ai imaginé un, moi, il revient souvent quand on aborde la question. Je ne crois pas qu'au-delà de 70 ans, on peut faire ce métier. Vous voyez que le talent est dans les petits détails, l'autre, il parle à l'envers. Oui, non, mais vous êtes très fort. Voilà. J'imagine que ça a été un petit peu de manutention pour votre dessin. Vous dessinez en direct, comme toutes les semaines, on assiste à vos derniers coups de crayon. Vous revenez à la fin de l'émission avec un dernier dessin ou un dernier mot de conclusion. Bon boulot. À tout à l'heure, Pierre. Nous, on va s'intéresser au grand thème de cette émission. 2 grands chapitres, finalement. Je vous l'ai dit en introduction, va-t-on devoir travailler plus pour gagner moins en matière de pension? C'est en tout cas une des craintes qui est souvent exprimée. On fera le point là-dessus. Et puis, on parlera aussi des métiers pénibles qui pourraient être concernés par toute une série d'exceptions. Mais quels sont ces métiers pénibles? Nous allons en débattre tout à l'heure. Mais pour commencer, on introduit le débat avec notre traditionnelle séquence. Elle est signée cette semaine par Thibaut Wolfart. Quand on parle des pensions, dans notre système de pensions, il faut le considérer comme une dette dans un certain sens. C'est une dette qu'il faut rembourser vis-à-vis des pensionnés de demain. Nous devons nous battre pour faire en sorte qu'un maximum de personnes arrivent au seuil du bien-être, c'est-à-dire à 1500 €. Si on avait laissé tout en l'état, la vérité impose de dire qu'on mettait les générations futures en danger. C'est ce qu'avait dit à l'époque Michel Dardenne, c'est ce qu'avait dit bien entendu. de la note. Eux l'ont dit, moi je fais les réformes. Daniel Baclen demande aux gens de travailler jusqu'à 67 ans. C'est du crapulerie. Il n'a jamais été question de faire travailler tout le monde jusqu'à 67 ans. J'ai jamais dit ça. Jamais. On doit remonter les airs. Combien de fois êtes-vous parti au cours de ces 12 derniers mois? Facilement 10 fois. Facilement, peut-être même plus. C'est du crapulerie. Effectivement, on ne peut pas s'empêcher de penser que le syndicat socialiste est rentré en guerre contre le gouvernement. Je suis venu déjà pour une première inégalité. Mon confrère qui est contractuel, qui fait le même métier que moi, n'aurait pas droit à une pénibilité. C'est une véritable pension tombola. Misérie. Il y a plein de jeunes qui veulent du boulot. Il y a des vieux qui voudraient arrêter et on les maintient au boulot, je comprends pas. Jobs. Aujourd'hui, on trouve plus de familles pauvres dans les familles monoparentales et dans les moins de 30 ans que dans les plus de 65 ans. On attend vos réactions tout au long de cette émission. Il y a plusieurs possibilités pour nous contacter. Nous sommes en direct sur Facebook, sur la page de l'émission, et on fera le relais de vos commentaires. Il y a également l'application Echo avec la Libre. Nous avons posé des questions et on verra le résultat de vos votes dans un instant. Et puis, il y a Twitter avec le hashtag à votre avis en un mot. Puisqu'on parle des réseaux sociaux, Nicolas Van der Biest, vous vous y êtes intéressé. On vient de parler évidemment, il y a eu la grève, il y a eu la problématique des pensions. Est-ce que les partis politiques ont beaucoup commenté ? Alors les partis politiques commentent évidemment bien les situations. Si on devait faire une répartition finalement de tous les partis et qui communique le plus sur les pensions, on va avoir un gros bloc avec 3 personnes en tête. C'est le MR,
le PS et le PTB, avec 85% de l'entièreté du volume. Par contre, en fait, on va voir que le PTB et le PS va davantage parler des travailleurs et le MR davantage de la pension complémentaire ou des indépendants. Et j'ai fait un autre petit calcul, mais autour des syndicats. Quels sont finalement les syndicats qui communiquent le plus? Et on va voir que là, il y a vraiment pas photo, puisqu'il y a 80% des conversations qui sont faites par la FGTB. Voilà, et on constate effectivement le syndicat libéral un peu moins actif sur ces questions-là. Merci à vous, Nicolas. On va entamer tout de suite le premier chapitre de ce débat. On a posé la question de manière, c'est vrai, un peu provocante. Va-t-on travailler plus pour finalement gagner moins? On va essayer de démêler le vrai du faux. Je vais me tourner tout d'abord vers Anne Holmbergen. J'espère que je prononce bien. Plus ou moins. D'accord, c'était pas génial, j'ai compris. Vous êtes institutrice primaire, vous avez, pardon de le dire, 54 ans, mais c'est important évidemment dans le débat qui nous occupe. Vous pensiez pouvoir prendre votre pension à quel âge? Mais d'après ce que j'ai compris, je vais devoir aller jusqu'à 65, 67. C'est pas ce que vous aviez prévu, hein. Vous pensiez pouvoir la prendre vers quel âge à peu près? 58. Ma collègue, il y a 4 ans, elle est partie à 58 ans. Ça vous blesse? Ça vous fait mal? C'est pas que ça me blesse, c'est que je trouve quelque chose, ce n'est pas normal. Tout d'un coup, on me dit que je dois fonctionner 12 ans de plus. Et ça met un coup au moral. Est-ce que vous comprenez quand même le calcul qu'on est obligé de faire, puisque la durée de vie finalement s'allonge, on va y venir dans un instant, la durée de vie s'allonge, mais donc forcément il faut travailler un petit peu plus, sinon les pensions vont devenir impayables. Vous en pensez quoi? Oui, mais par contre, moi je vais devoir travailler plus longtemps, mais ma pension va diminuer. Vous en êtes sûr de ça? Vous avez fait les calculs? Non, on m'a prouvé par A plus B, par une fraction avec je ne sais pas quel critère qui rentre en ligne de compte, que je gagnerai moins. D'accord, ça c'est effectivement un premier point. Je voudrais qu'on regarde tous ensemble l'espérance de vie. Regardez, c'est important aussi pour bien comprendre le vrai du faux, mais l'espérance de vie, elle augmente sans cesse. Par rapport à il y a 68 ans, donc en 1950, eh bien cette espérance de vie, elle a augmenté environ de 13 ans en moyenne. Je vais maintenant me tourner vers une autre invitée qui se trouve à l'autre extrémité de ce studio. On veut faire le point avec des travailleurs pour commencer ce débat. Madame Verheyen, Fabienne Verheyen, vous êtes infirmière en chef. Vous travaillez depuis combien de temps? Je travaille depuis 36 ans. 36 ans. Vous avez fait le calcul de votre pension. Précise que vous gagnez environ 2400 € net par mois après 36 ans de carrière. Est-ce que vous avez fait le calcul de votre pension? Oui, j'ai été sur mypension.be et j'ai vu que si j'arrêtais à 63 ans et si j'arrête à 67 ans, il y aura exactement 80 € de différence. Voilà. Donc je vais devoir travailler plus longtemps, mais finalement j'aurai 80 € en plus pour avoir travaillé quelques années supplémentaires. Et vous avez déjà fait un petit peu le calcul? Est-ce que vous aviez déjà fait votre choix? Vous étiez dit je voulais arrêter à tel âge absolument parce que j'en peux plus? Non, pas encore, mais je m'étais dit que sans doute après 60 ans j'arrêterai. Est-ce que surtout physiquement je tiendrai le coup? Mais ça rejoint un peu l'autre débat. Mes conditions de travail ne sont pas toujours faciles, donc est-ce que je serai capable d'obtenir le rythme actuel à 67 ans. On va dans un instant aller voir ce que vous en pensez dans la rue, parce qu'on vous a posé évidemment des questions, et j'invite déjà les représentants politiques et syndicaux à bien écouter ce qui est dit sur ce plateau. À côté de vous, il y a Boris Morinville, autre métier dont on parle beaucoup, celui des militaires, où on parle aussi de pénibilité. On y reviendra tout à l'heure, mais d'abord dans un premier temps, on dit que les militaires sont les plus touchés par la réforme de Daniel Baclen. Pour quelles raisons ? Simplement, en prémisse, je vais me permettre, au nom de l'organisation, de présenter les condoléances à un parachutiste, du moins à la famille du parachutiste qui est décédé ce jour en exerçant un métier pénible. Ensuite, par la suite, il faut savoir que l'armée et la défense est toujours touchée par une réforme datant de 2009 et les mesures de transition sont toujours en cours. Beaucoup touchés, oui, parce qu'en 2025, le militaire travaillera déjà 10 ans de plus et à l'horizon 2030, 11 ans de plus. Je vais vous poser la même question que celle qui a été posée tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez l'allongement des carrières à partir du moment où, on vient de le démontrer, il y a allongement de l'espérance de vie ? Allongement des carrières, je suis pas là pour dire oui ou non, mais simplement un exemple concret qui va parler à tout le monde. Cette semaine à Arlon, il y a 30 nouvelles recrues qui sont dans les bois, qui dorment dans les tentes, alors que le gouvernement et du moins certains personnages politiques ont pris des mesures pour justement éviter que des gens dorment dehors. Donc allonger les carrières peut-être, mais dans un métier de militaire aussi difficile, c'est pas faisable physiquement. Alors, je voudrais qu'on aille maintenant regarder un petit coup d'œil à ce qui a été dit par les téléspectateurs sur l'application Echo. En collaboration avec La Libre, on vous a demandé quel est, selon vous, l'âge le plus juste pour partir à la retraite. Regardez les résultats, plusieurs centaines de participants, 60 ans pour 31% d'entre vous, mais tout de même, une personne sur 4
accepte ou en tout cas admet que à 65 ans c'est faisable, 13% à 67 ans, donc on voit quand même que ce sont des âges qui sont assez bien classés. Autre chiffre qu'on voudrait vous montrer, tout ça pour bien vous permettre de cadrer le débat, l'âge du départ effectif à la pension. Pour les hommes, il est de 61 ans. Pour les femmes, il est de 59 ans. Alors, David Clarinval, maintenant qu'on a bien posé les balises de ce débat, on vit plus longtemps. Cela dit, on part aussi à la retraite dans un âge qui est très inférieur à celui d'autres pays dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on paye la note d'un comportement trop laxiste dans les années précédentes? Disons qu'il est vrai que certaines mesures indispensables n'ont pas été prises par le passé et le gouvernement est confronté à l'obligation de devoir prendre des mesures aujourd'hui. C'est ce qu'il fait depuis 3 ans et c'est vrai que ce n'est pas simple. Mais il faut aussi dire que l'espérance de vie ayant augmenté, il est normal qu'il faille prendre des mesures pour faire face à cette augmentation de l'espérance de vie. Si on ne les prend pas, ces mesures, on risque quoi? Mais ça a été chiffré par le Bureau du Plan. On est à près de 5% du PIB qui va être nécessaire en plus à fournir au budget des pensions pour pouvoir tout simplement payer les pensions du futur. Et donc le gouvernement, il veut d'une part sauvegarder le système des pensions, il veut aussi veiller à ce qu'il y ait un lien plus effectif entre les périodes travaillées et les périodes de pension, parce qu'il y a une forme de récompense à apporter aux personnes qui travaillent. Il veut aussi harmoniser les systèmes. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre important entre les pensions du secteur public et les pensions du secteur privé ou les pensions d'indépendants. Donc il faut harmoniser ce système-là. Et la 4e priorité, c'est augmenter le pouvoir d'achat des pensionnés. Et donc, c'est vraiment ces 4 priorités-là que le gouvernement a en tête. J'ajouterai simplement, pour répondre aux 3 personnes ici, qu'il souligne des problèmes qui sont exacts. Et c'est justement, mais je sais que ça fait l'objet du 2e débat, mais le critère de pénibilité permettra de répondre aux 3 intervenants ici. Qu'est-ce que vous répondez à cette espèce d'accusation, d'angoisse, peu importe le terme, qui dit on va donc devoir allonger nos temps de carrière et on ne va pas avoir une pension qui sera plus importante? Vous répondez quoi à ça? Mais ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On met en place des systèmes qui permettent tout simplement aux personnes de travailler un peu plus longtemps. Il est vrai qu'en moyenne, il faudra travailler, on va dire, plus ou moins 2 ans en plus, en moyenne, et pas 7 ou 8 ans, comme parfois on donne des chiffres qui sont... Là, on vient de parler de 10 ans dans le cas des militaires. Peut-être que les militaires ont un statut spécifique. Donc c'est vrai que pour les militaires, ils avaient l'occasion de partir très tôt en pension, et donc ne parlons peut-être pas des militaires, mais en moyenne, on est plutôt dans une optique de 2 années de travail en plus pour pouvoir gagner plus, ou en tout cas le même, parce que c'est nécessaire de pouvoir faire cela. Frédéric Dardenne, on a revu des images d'archives, on sait que votre père, Michel Dardenne, qui a été ministre des Pensions, dit depuis des années, il l'a dit en tout cas très très longtemps, qu'il fallait à tout prix réformer les pensions, sinon tout simplement on ne pourrait pas les payer et qu'on allait droit dans le mur. Quelqu'un du PS, une forte personnalité, votre père au PS l'a dit, on a l'impression que le PS n'a jamais rien fait. Pourquoi ? C'est totalement faux de dire que le PS n'a rien fait. Et pour revenir à ce que mon père a dit, il a dit en effet en 2009-2010, je pense que c'était le moment qui était repris tout à l'heure, deux choses fondamentales, qu'il fallait une pension digne pour tous les pensionnés, et il évoquait le montant de 1 500 €. C'est le montant qui vient d'être repris et annoncé comme objectif par la FGTB il y a quelques jours. Par ailleurs, il disait qu'il fallait augmenter l'âge effectif de la pension. C'est de cela qu'il parlait. Et donc, il faut permettre aux travailleurs d'aller vers les 65 ans. C'est ça qu'il a dit. Et ça, c'est des mesures incitatives qui permettent cela. Et c'est aussi des mesures au niveau de l'emploi. Et quand je dis de l'emploi, c'est notamment vis-à-vis des employeurs qui doivent faire en sorte que les travailleurs puissent rester en adaptant éventuellement le travail, en leur permettant de rester au travail plus longtemps et ainsi de s'épanouir. Et il faut, c'est un élément important, je voudrais le dire dès à présent, on parle de l'espérance de vie, mais un élément fondamental, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Et là, on constate que, notamment dans des métiers difficiles, et on en a eu quelques exemples jusqu'à présent, quand on arrive
à 60 ans, à 62 ans, à 63 ans. Les années dans ce métier ont usé et on n'a pas la capacité. Et donc, est-ce que vous connaissez quand même qu'aujourd'hui, pour revenir à la question des pensions, que le gouvernement fait ce qu'on n'a jamais osé faire auparavant parce que c'était un peu impopulaire? Allez, franchement. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait par les gouvernements précédents? Ou impopulaire. Ici, nous avons une série de réformes depuis le début de la législature dans une optique très budgétaire, dans des objectifs budgétaires et notamment des objectifs budgétaires à court terme. Et donc, ce n'est pas une question de populaire ou pas populaire. Elles sont indiscutablement non populaires parce qu'elles ne correspondent pas à la réalité de ce que les travailleurs vivent. Mais en fait, ce n'est pas le problème de oser le faire ou pas, c'est un choix politique et c'est un choix politique de droite. Xavier nous dit en direct sur Facebook, je suis enseignant, donc égoïstement, je suis contre la réforme, mais je suis aussi papa et donc je suis pour la réforme. Voilà peut-être parfois le paradoxe dans lequel certains sont tiraillés. L'êtes-vous tiraillé par rapport à cette question des pensions? Nous sommes allés à Tubize aujourd'hui. On va poursuivre le débat tout de suite à la table et avec le public, mais écoutez ce que vous en avez pensé ce matin au micro de Stefano Barattini. Travailler jusqu'à 67 ans, elle est pas belle la vie? Pas du tout. C'est trop long. Pour l'instant, c'est vrai que je me tracasse pas vraiment en fait avec ça. C'est au moins pour moi 15 ans de trop. Je trouve qu'au bout d'un certain moment, il faut laisser la place aux plus jeunes. À partir d'une cinquantaine d'années, 55 ans, on devrait pouvoir profiter de la vie. J'ai une cinquantaine d'années. J'ai déjà le dos foutu, les genoux pétés parce qu'on est toujours à genoux. Il y a des métiers qui sont pris par des personnes plus âgées et qu'on pourrait donner la possibilité aux jeunes de prendre les emplois des personnes qui pourront quitter plus tôt. Moi je travaille dans l'enseignement, donc je pense qu'on va aussi travailler jusqu'à 67 ans. Si on a des élèves difficiles, si on n'a pas la santé, je ne sais pas comment on va savoir vivre jusque-là. Je crains que ma pension soit fort petite et que je ne puisse pas boucler mes fins de mois. Je crains d'avoir travaillé toute ma vie pour recevoir des clopinettes, rien du tout. Moi je suis indépendant, je vais rien toucher, ça je sais déjà. J'entends déjà des gens qui sont en pension, ils doivent avoir un petit travail sur le côté pour savoir continuer à vivre. Pour moi ça c'est pas normal. Un commentaire de Stefano Manco sur Facebook. Pension à 60 ans, mort à 70 ans. Au final, on aura cotisé 40 ans pour profiter de 10 ans. Beaucoup de messages qui sont en train de nous parvenir. Je me tourne vers Jean Hendricks avec un schéma que je voudrais vous montrer. Monsieur Hendricks, vous le connaissez parce que c'est vous qui l'avez réalisé, il n'y a pas de mystère. Mais c'est finalement un schéma qui concerne le rapport entre les cotisations et les pensions. Depuis des années, depuis 2003, on constate que le montant des pensions, du budget pension, grimpe de manière assez significative. Mais que celui des cotisations ne suffit pas à boucher le trou. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais écoutez, il se passe quelque chose dont personne ne parle. Et c'est ça qui me surprend un petit peu. Donc, en matière de pension, tout le monde parle du vieillissement. On a lancé les espérances de vie, on vit plus longtemps. On a fait des 13 ans en plus sur les 65 dernières années. Mais la raison pour laquelle, aujourd'hui, les dépenses de pension augmentent 2 fois plus vite que les cotisations, donc ils sont censés alimenter et financer ces pensions, c'est pas lié au vieillissement. Puisqu'en fait, avant 2003, depuis qu'il y a ce décrochage, on avait déjà du vieillissement. Vous venez de le dire, le vieillissement, ça remonte déjà depuis très longtemps. Alors qu'est-ce qui s'est passé précisément à ce moment-là? Non, mais laissez-moi finir là-dessus, parce que le vieillissement, ça devient un problème pour tout le monde, en fait. Ça devient quelque chose d'une très mauvaise nouvelle. Alors que ça devrait être la meilleure nouvelle qu'on puisse imaginer. C'est un peu comme si on vieillissait au ralenti, puisqu'on reste jeune plus longtemps. Et on reste avec une norme où on est vieux à 60 ans. Alors que si vous réfléchissez bien, si on a gagné 13 ans d'espérance de vie, peut-être que 60 ans aujourd'hui, c'est équivalent à 50 ans de nos parents dans le passé. Mais je reviens sur la question de pourquoi est-ce qu'il a grandi? Je vais vous le dire tout de suite. Et je suis étonné qu'on continue à rester fixé et tous les regards cristallisés sur le vieillissement. Le coupable, ce n'est pas le vieillissement. C'est qui? Le coupable, c'est ce qu'on appelle le baby-boom. C'est une génération massive de naissances d'après-guerre, entre 45 et 65, qui n'a pas été suivie par une relève démographique. Ces générations-là n'ont pas fait suffisamment d'enfants que pour faire la relève, et ils ont été très nombreux. Et si vous calculez, maintenant, ces gens-là, 45 ans plus tard, partent à la pension. Et on va avoir comme ça une cohorte pendant 20 ans de départ à la pension. C'est une grande masse de personnes. C'est 125 000 personnes qui partent chaque année. C'est depuis ce moment-là qu'on a une rupture. Vous voulez dire, est-ce qu'on aurait pu le prévoir, ça? Est-ce qu'il aurait fallu prendre des mesures plus tôt que ce dont on est en train de parler aujourd'hui? Le père Dardenne l'a prévu, mais Vandenbroek, que vous avez vu sur la vidéo, 2001 le disait déjà, il était président de la commission de réforme de pension auquel j'appartiens. Et avant eux, il y avait encore le père de Crot.
dans le début des années 80, annonçait déjà, prenez garde, si vous ne provisionnez pas suffisamment tôt pour faire face aux coûts supplémentaires de ces personnes nombreuses qui vont partir à la pension en 2005 jusqu'à 2025, vous allez avoir des problèmes. On s'est dit, on va provisionner. On a fait un fonds du vieillissement, tout le monde a entendu parler de ce fonds du vieillissement. D'accord ? Notamment, on a repris des réserves de chez Belgacom à l'époque, et tout ça, 5 milliards qu'on a mis dans ce fonds en pensant qu'on allait pouvoir financer. Quelqu'un qui rebondit sur vos propos, je voudrais qu'on le voit, on va le découvrir en direct ensemble via Twitter. On peut l'afficher, voici, il nous vient d'un Twitter anonyme. Avancer le nombre croissant des pensionnés est un leurre. Oui, il y a plus de pensionnés actuellement suite au baby-boom des années 1950. Nous sommes donc en papy-boom. Et ensuite, le nombre descendra. On doit un tout petit peu avancer dans le débat et il est évidemment important qu'on parle aujourd'hui de quelque chose qui fait beaucoup débat. C'est le système des pensions à points. Je reste vers vous, monsieur Hendricks, parce que vous le défendez, ce système des pensions à points. Je vais le caricaturer, mais on doit avancer et aller assez vite. Des points qu'on accumule en fonction d'années de travail. Ces points valent, à la fin de la carrière, de l'argent pour la pension. On dit que plus le salaire est élevé, plus cela vaudra des points, que moins le salaire est élevé, moins ça vaudra des points. Qu'on pourra compenser si on a eu un salaire un petit peu inférieur ou un bas salaire en travaillant finalement plus longtemps. On vous répond, c'est un système totalement inégal parce que finalement les salaires les plus faibles devront travailler plus longtemps pour compenser. Juste ou pas juste sur le fait que c'est inégal? Certainement pas juste. Et en fait, on est au cœur du problème. Je vais rebondir sur ce que M. Dardenne a dit. Il a dit que son père avait dit que pour résoudre le problème des pensions, il fallait reporter l'âge effectif de la pension. Ce que vous avez dit, c'était l'attitude de tous les partis politiques à l'époque. Ce que dans un système à points on veut faire, c'est très simple. C'est plus l'âge qui est essentiel, c'est la durée de carrière. C'est la carrière qui devient le vrai critère. Avec néanmoins une distinction sur les salaires. Laissez-moi finir si vous voulez bien. Oui, mais je vais revenir. Attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Donc, c'est les carrières. Donc, on bascule d'un système où c'est l'âge qui détermine quand est-ce qu'on part à la pension et du niveau de la pension, à un critère où c'est la durée effective des carrières. Et là où il y a une inégalité, je suis même surpris que des socialistes ne s'insurgent pas contre cette inégalité, c'est qu'il y a des gens peu qualifiés qui commencent leur carrière beaucoup plus tôt. Et à qui on demande de travailler jusqu'à un même âge légal qui est le même âge pour tous. Alors, Frédéric Dardenne, le PTB a parlé, on l'a vu dans la séquence. Avec un système. Frédéric Dardenne, le PTB a parlé de pension tombola, justement, parce que précisément, il y avait du flou autour de qu'est-ce que ça vaut un point, mais finalement, combien est-ce qu'on va toucher au moment de la pension. Est-ce que vous êtes d'accord avec le PTB, pension tombola, parce qu'il y a trop de flou autour de tout ça? Nous l'avons dit en commission également, il y a deux éléments qui nous inquiètent profondément par rapport à ce système. C'est l'insécurité par rapport à la valeur du point qui est connue au moment de la pension et qui peut évoluer en fonction de critères macroéconomiques, budgétaires, de circonstances qui ne dépendent pas du travailleur et qui dès lors pourrait voir sa pension soit bloqué, soit raboté par rapport à un autre qui aurait pris sa pension à un autre moment. Et puis il y a la non-transparence. On accumule des points. C'est très différent d'aller regarder sur My Pension et de voir combien on va avoir de pension. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le nombre de points, c'est ce qui nous permettra de vivre demain après la pension. Michel Meyer. Enfin, je pense aussi que c'est de la belle rhétorique. On vient de mettre en place un système de calcul de pension où tout le monde peut aller voir sa pension et on va nous inventer un système où nous devrons attendre d'être pensionnés pour savoir combien on va toucher. Parce que le flou sur la valeur du point est lié à l'activité économique. C'est ça. On introduit la durée de la carrière, mais on dit aussi qu'il faudra avoir un salaire médian et que c'est cette base qui va déterminer la valeur du point. Et si mon salaire est supérieur, donc les cadres supérieurs auront une pension plus élevée, et l'ouvrier, lui, qui sera en dessous de la valeur, aura une pension inférieure. Et puis après, on viendra encore avec deux autres critères pour pondérer. Un critère économique suivant la situation économique du pays et un critère démographique. Eh bien, si après ça, quelqu'un sait encore calculer sa pension, vous me le direz, parce que nous ne sommes pas tous les petits-fils d'Einstein. Hein. Alors qu'actuellement, on calcule nos pensions. Demain, plus personne ne saura, mais on peut continuer à faire de la rhétorique. Hein. Les gens, ils ont besoin d'être... Les gens ont besoin d'être rassurés sur leur avenir. Et tout ce qu'on fait, on leur forme une formule mathématique qui est comme ça, et on leur dit, voilà, et vous devrez attendre. Je vais vous donner mon exemple, et vous allez me calculer ma pension tout de suite. Et vous allez me calculer ma pension. C'est un concept de justice fondamentale. C'est la durée de carrière qui détermine les droits à la pension. Et qu'est-ce qui détermine le droit à ma pension? Pourquoi c'est plus juste? Je vous le répète, parce que des gens commencent leur carrière à 17, 18 ans, monsieur. D'autres personnes commencent leur carrière à 23, 24 ans.
Leur diplôme, à l'époque, ce qu'on faisait, on bonifiait tout cela. Donc on faisait comme si c'était équivalent à des années travaillées. Et on demandait à ceux qui avaient commencé à 17-18 ans de partir au même âge. Jean-Hendricks, on reproche un certain flou. Est-ce que c'est normal aujourd'hui en Belgique? Dans un système à points, je vais résumer en 2 mots. Écoutez ma question si vous voulez bien, c'est important, c'est quand même encore moi qui les pose. Donc je voudrais savoir s'il est normal aujourd'hui qu'on soit incapable de savoir, pour quelqu'un qui va prendre sa pension dans 1 an, dans 2 ans, combien il touchera exactement au moment où la mesure sera entrée en vigueur, évidemment. Ce qui démontre bien que le système actuel n'est pas Ah non, c'est votre lisible. système. Je parle du système qui viendra en ligne après la réforme. Ça part du système Le actuel. système à points n'est pas en place, à ce que je sache, si. Mais je vous parle du système à points qui fait qu'on ne saura pas combien on va toucher. Moi, je vais bien venir discuter ici, d'accord, monsieur? Je me suis déplacé ce soir pour venir discuter. Je ne viens pas souvent, je vais de moins en moins souvent sur les plateaux télévisés. Je suis très frustré sur les plateaux télévisés. Je vais vous dire ce que je pense là-dessus. Les 67 ans, c'est l'Arlésienne. Qui a vu la pension à 67 ans ici? C'est en 2030. Alors, vous voulez faire un débat d'actualité sur une pension à 67 ans en 2030? On n'est pas en 2030. D'ici à 2030, beaucoup de choses vont se passer. Aujourd'hui, on a un gros problème. Je vous ai montré les problèmes qu'on a. Depuis 2003, on a un décrochage complet. Les dépenses de pension augmentent 2 fois plus vite que les cotisations. On a donc un problème fondamental. Premier problème de financement. Il ne faut pas se baser sur les cotisations uniquement. Et d'ailleurs, c'était dans votre rapport, dans le rapport des experts, il était mis clairement qu'il fallait revoir le financement des pensions. Pas de souci avec ça, monsieur Dardenne. Et donc, il ne faut pas baser tout sur les cotisations. On a ouvert la porte au financement alternatif. On n'a pas de souci. Justement, je voudrais qu'on donne la parole à Philippe Adrian. Vous représentez Eneo, donc une association, un mouvement qui s'occupe évidemment de la problématique des pensions. Je voulais vous entendre parce qu'on vient de parler d'un élément très très important qui est finalement combien on va toucher. Flou, on l'a bien entendu, les gens ne savent pas très bien combien ils vont toucher, réforme par réforme. Mais vers quoi est-ce qu'on va? Est-ce que le niveau de vie des pensionnés en Belgique tend vers une amélioration ou pas du tout? D'abord, je voudrais rappeler que déjà dans le système actuel, la durée de la carrière intervient, puisque si vous partez avec une carrière non complète, vous avez une pension inférieure. Donc, ce n'est pas le système à points qui va inventer ce rapport à la durée de carrière. Quand on parle des années d'études, le système, jusqu'il y a quelques semaines, prévoyait que, au niveau de certaines fonctions dans les fonctions publiques, les années d'études étaient prises en compte, mais pour les salariés ou pour les indépendants, ça n'était possible que si on les rachetait avec une différence. Maintenant, au niveau de la situation des pensions... C'est ma question, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que ça va donner dans quelques années si on applique ce système-là? Est-ce que le niveau de vie va rester acceptable? Nous craignons qu'on diminue encore la situation des pensionnés et nous venons de faire une enquête assez approfondie avec près de 600 personnes qui ont répondu à une enquête très détaillée sur l'ensemble de leurs ressources et l'ensemble de leurs dépenses. Nous avons été très surpris de constater que 30% de notre échantillon, alors qu'il est surreprésenté au niveau des fonctionnaires, 30% de notre échantillon est au seuil de pauvreté et 32% quand on ne prend que la pension légale, mais il reste encore 30% de cet échantillon qui est au seuil de pauvreté quand on prend l'ensemble de leurs ressources. Et donc là, on a vraiment très peur pour demain, puisque... du confort de vie des gens qui seront à la pension dans quelques années. Alors, dans notre étude, on constate quoi? Ça veut dire qu'une bonne partie des pensionnés, quasiment plus de 50% des pensionnés, dépensent 1 998 € par mois, c'est-à-dire l'entièreté de leurs ressources, en ce compris les petites ressources à côté, les petits boulots, aller chercher dans son capital, etc. Nous avons aussi une appréciation sur le rendement des pensions complémentaires, parce qu'on dit souvent que les pensions complémentaires sont la panacée qui va sauver le système légal. En fait, et ce n'est pas nous qui le disons, il y a une étude très sérieuse qui montre que le capital moyen perçu est de 19 800 €, le capital. Ce qui veut dire que ça fait pendant à peu près 20 ans 100 € de plus par mois. Ce n'est pas avec ça qu'on va trouver les 450 € qui manquent aux pensionnés pour survivre. En un mot, pour ou contre le système de pension à points dont on vient de parler? Est-ce qu'il vous convainc? Oui ou non? C'est pas le système de pension à points, c'est ce qu'on va en faire. C'est le problème du financement qui sera derrière. Et d'un refinancement des pensions, ça c'est ce que vous... Ah oui, il faut un refinancement des pensions. En 1944, quand on a inventé le système, la richesse du pays était produite à 75% par le travail, leur homme. À l'heure actuelle, cette production ne représente plus que 33%. Si on ne va pas chercher des moyens dans les autres secteurs qui produisent de la richesse, on ne redistribue pas
le bien-être à toute la population. On a préparé cette émission, on a un petit peu sondé l'avis du public parce qu'on entend beaucoup de choses sur la pension à points. Je voudrais que David Clarinval y réponde dans un instant. Mais dans le public, il y a des gens qui ont levé la main au moment où on leur a dit « je suis pour le système de pension à points ». Je vais me déplacer vers vous, monsieur, le temps de traverser le studio. Et vous allez, gardez bien le micro, moi j'en ai un. Vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes pour le système des pensions à points. Vous avez levé la main tout à l'heure en disant que vous étiez pour. Non, effectivement, bonsoir. En fait, en écoutant donc tous les protagonistes, on se rend compte effectivement qu'actuellement on a des démocraties où les gens ont peur du changement, où on a certains acquis sociaux qu'on a absolument gardés, et donc égoïstement, je peux comprendre qu'on ait peur. Mais si on regarde tous les autres pays, on regarde le débat qui est en train de se passer en France, effectivement, l'âge augmente, l'espérance de vie augmente. Donc, il va vraiment falloir trouver des solutions pour pouvoir financer nos pensions. Nous, jeunes qui commençons à travailler super tôt. Donc, effectivement, le système de pension en points, moi, je trouve justement qu'il permet de faire en sorte que les gens qui commencent à travailler plus tôt puissent avoir une pension, par exemple, si moi, par exemple, j'ai commencé à travailler quand j'avais 17 ans, à côté de mes études, je sais que j'ai déjà cotisé. Donc, je pense que si on me permet de pouvoir compter chaque année où j'ai travaillé à la pension, ça me permettra d'avoir plus, une pension plus correcte. Donc, je pense que le travail doit quand même être récompensé en quelque sorte. Voilà, très bien. Mais vous venez un petit peu d'équilibrer le débat en donnant votre avis. David Clarinval, on a entendu beaucoup de choses. Je voudrais que vous puissiez y répondre. On parle d'un système flou, où on ne sait finalement pas où on en sera au niveau de sa pension. Impossible à calculer, dit-on aujourd'hui, et même encore aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour certains. Quand est-ce qu'on pourrait avoir des éclaircissements précisément sur le montant et par exemple la valeur d'un point de cette réforme proposée par Daniel Baclen? Mais bon, plusieurs choses. D'abord, M. Hendricks a raison. On est en train de parler d'un système qui n'existe pas aujourd'hui, dont les textes de loi n'ont pas encore été votés et qui serait d'application en 2025. Donc, on est en train de faire des plans sur la comète. 2, il y a plusieurs principes qui sont fondamentaux dans cette réforme à points. Tout d'abord, c'est la prévisibilité. Le principe du gouvernement, c'est justement qu'on puisse mieux prévoir à l'avance. On a fait My Pension. Il faut savoir que la famille socialiste a eu le portefeuille des pensions de 1988 à 2012. Donc, un immobilisme assez constant. Depuis 4 ans, on fait des réformes qui veulent une meilleure prévisibilité. MyPension.be, c'est nous qui l'avons fait. Ça permet à tout le monde de pouvoir avoir une meilleure visibilité. Le système Moi, j'ai essayé cet après-midi. Ça n'a pas fonctionné. 90% des gens peuvent en tout cas savoir ce qu'il en est. Le système des pensions à points, permettra tout simplement de mesurer combien de points nous avons accumulés en fonction du moment où vous avez débuté votre carrière, et ça permettra de tout simplement gérer votre carrière en fonction de cela. Je comprends bien. Est-ce que vous comprenez aussi l'inquiétude citoyenne? Et elle nous revient beaucoup sur les réseaux sociaux. Les gens qui réagissent un peu à ce qu'a dit M. Hendricks et à ce que vous êtes en train de dire. Oui, ok, d'accord, le système n'est pas en place, mais vivre dans l'incertitude, parce que 2025, c'est quand même dans 7 ans. Ne toujours pas savoir ce qu'on va toucher dans 7 ans, c'est quand même un petit peu angoissant. Vous comprenez? Le système actuel est identique, parce que vous savez que c'est un système à répartition. Donc la pension dans 30 ans, ce sont les travailleurs dans 30 ans qui la payeront. Donc c'est la même insécurité. Mais ce qu'il faut dire par rapport au système à points, c'est que, le système à points est cumulatif. Donc vous accumulez des montants, et le système à points prévoit qu'il n'y aura pas de diminution du montant du point. Donc, venir faire croire que cela va diminuer avec toute une série de critères comme le système, ce n'est pas vrai. Vous critiquez un système qui n'existe pas. Vous critiquez un système. Oui, mais vous êtes inquiet et vous donnez des infos qui ne sont pas vraies. Les points seront cumulatifs et ne diminueront pas. Donc, ça donnera une plus grande visibilité. Mais bon, je trouve un peu aussi surréaliste de faire un débat sur un système qui n'existe pas, alors qu'il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Un dernier point. Mais c'est parce que ce système des pensions à points suscite énormément d'inquiétudes. Mais j'ai une manière simple de le résumer, si vous voulez bien. Et les gens, en général, acceptent cette façon et aiment le système à points quand je le résume comme ça. C'est un système où c'est le kilométrage du véhicule qui importe et plus son âge. C'est ça, fondamentalement, qui change. Michel Meyer n'est pas fort. Et je vais même vous en rajouter. Ça me fait rire parce qu'il y a quand même des pays qui ont essayé. Comme lesquels, par exemple? Il n'y a pas des pays nordiques qui les ont mis en place? Je ne sais pas, allez-y, dites-moi. La Norvège? Dites-moi. Et sur les 4 dernières années... La Norvège? Sur les 4 dernières années. Sur la Norvège ou la Suède. Vous savez comment on paye en Norvège les pensions avec les royalties sur le pétrole? Allez, sur les 4 dernières années, le montant des pensions. On va pas parler de la Norvège, restons sur les biens sur le débat qui concerne la Belgique. David Clarinval. Pendant 3 années, les pensions diminuaient, pendant une année, elles ont stagné. Encore un élément. M. Dardenne a dit qu'en effet, il n'y avait pas que les cotisations sociales qui devaient alimenter les pensions, et il a raison. C'est pour ça que le gouvernement de Charles Michel
a mis une enveloppe bien-être 2 fois plus importante que le gouvernement de Di Rupo pour alimenter les plus basses pensions. Et il faut savoir qu'on est à 900 millions d'euros en 3 ans. Hein. Oui, mais on a fait 2 fois plus que Di Rupo. 900 millions d'euros qui sont immédiatement pompés sur le budget de l'État pour alimenter le système des pensions et les plus basses pensions. Et donc, c'est vraiment la preuve que nous sommes attentifs à cela et que nous sommes généreux envers les pensions les plus basses. Alors je voudrais qu'on jette un petit coup d'œil sur l'application ECO, je reviens à la table dans un instant. Est-ce que le montant des pensions est actuellement trop faible en Belgique? Bon, allez, sans grande surprise évidemment, on s'attendait un peu à la réponse, 1 millier de participants et 85% d'entre vous pensent que le montant des pensions est trop faible. Avant de passer à la question très concrète de la pénibilité des métiers, là qui intéresse évidemment aussi énormément de monde. Mais je voudrais me tourner vers quelques-uns de nos témoins. Tout d'abord, Madame Vereille, vous venez d'entendre le débat qui vient de se mener. Est-ce que vous êtes pour l'instant plus ou moins rassurée sur ce que vous avez entendu ou pas du tout? Ça ne change pas grand-chose à ma situation actuelle. En tout cas, toutes mes collègues, je pense que ce sera comme ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas de travailler plus tard, c'est de pouvoir le faire, d'avoir des conditions de travail loin d'un discours syndicaliste. Est-ce que je vais pouvoir tenir le coup de tous les jours faire un travail qui est quand même physiquement pénible, qui moralement, il y a quand même pas mal de stress, même si on aime ce qu'on fait, il y a les pauses, il y a les horaires, il y a le matin, le soir, la nuit, un week-end sur 2, 3 week-ends de congé par an, 7 à 8 soirs par mois, pour un salaire qui n'est quand même pas super élevé pour tout ce qu'on nous impose et qu'on a choisi, mais bon, quand même, on n'est pas des bonnes sœurs et ce temps-là est passé. Donc je pense que physiquement, je me demande si on pourra tenir le coup. Et c'est ça qui est inquiétant pour le personnel soignant ou tout ce qui est éducateur, enfin tous les métiers sociaux. Vous auriez pu être à ma place pour animer ce débat parce que vous venez de faire une transition parfaite vers le 2e chapitre de cette émission. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions sur cette fameuse liste qui n'est pas encore très claire à vos yeux. Elle concerne les métiers pénibles. Un métier pénible, c'est quoi? On va en parler maintenant et en débattre. Mais pour lancer ce débat, regardez ce que vous nous en avez dit. On retourne dans les rues de Tubize avec Stefano Barattini. Pour vous, c'est quoi un métier pénible? Un métier pénible, c'est quelqu'un, par exemple, qui travaille à l'extérieur, comme des températures comme maintenant. Genre la construction, la restauration, puisque c'est dans mon cas. Un chauffeur routier d'abord, parce qu'on n'a pas le temps de récupérer non plus. Et alors, on se couche très tard. Il y en a beaucoup, parce qu'à l'heure de maintenant, dans ce froid-là, il y a certains qui travaillent dehors. Je pense que la responsabilité d'un médecin qui rate son opération, par exemple, elle est énorme, moralement, psychologiquement. Chaque métier a ses avantages et ses désavantages. Dernièrement, on parle beaucoup du métier de professeur et des trucs. Je pense que c'est plutôt certains élèves qui sont pénibles. C'est peu difficile au niveau de l'enseignement. C'est pas si simple, mais on peut passer au-delà. Non, je crois que les deux sont pénibles. Les boueurs, lui, c'est un exercice physique intensif qui dure peut-être peu de temps, mais qui n'est pas très agréable et très valorisant. L'enseignant, lui, quand il rentre de sa journée d'école, il est loin d'avoir fini. Il recommence en général pour préparer ses cours du lendemain et des semaines à venir. Le professeur, il a la chance de travailler dans un local chauffé, par exemple. Le journaliste qui doit faire le pied de grue, chaussée de Mons. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point-là. Voilà, et on ne va pas trop se plaindre non plus, nous, les journalistes. On va poursuivre ce débat avec tout d'abord un petit commentaire de Coralie sur Facebook. Le problème, c'est qu'il y a énormément de métiers dits pénibles. Comment être juste avec tout le monde? Pension à point et pénibilité, il y a finalement un lien, puisque dans les deux cas, on nous dit qu'il y a un peu de flou autour de tout ça, et on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Tout d'abord, Pierre Kroll, qui nous parle de cette pension à point à sa manière. Il y a eu une manifestation hier, il y a eu des grèves. On s'est aperçu qu'il y avait finalement un peu une discordance dans les avis du syndicat socialiste et aussi de la CSC enseignement que vous présentez, Monsieur Ernst. Vous n'êtes pas descendu dans la rue, vous n'avez pas fait grève, vous au niveau de la CSC, pourquoi? Donc, en fait, on a une analyse stratégique qui est un peu différente dans les modalités d'action. Sur le fond, nous nous rejoignons complètement. D'ailleurs, aujourd'hui, entre enseignants, aussi bien du Nord et du Sud, je dirais bien, en front commun, nous sommes rencontrés pour voir ce que nous allons défendre ensemble et la manière dont nous allons le défendre. Parce que très clairement, nous ne pouvons pas accepter la situation actuelle. Les enseignants ont l'impression vraiment que les autorités actuelles font une rupture de contrat. Les enseignants sont rentrés dans une carrière avec un certain nombre de conditions, des conditions pas toujours simples en début de carrière. Et puis, ils avaient l'espérance d'une pension correcte au terme de leur carrière. Aujourd'hui, ce qui leur était promis n'existera pas. Et cela, au moment où on a besoin d'enseignants, où on a besoin de gens qui se lancent dans une carrière, c'est tout à fait inadmissible. Ce qui veut dire que vous n'aviez pas
envie, et je reviens sur le chapitre qui nous occupe, vous n'aviez pas envie de vous dire, mais si, descendons dans la rue, parce que tout simplement, le métier d'enseignant doit être défendu comme un métier pénible. Nous y allons et nous y allons régulièrement. Nous avons fait énormément d'actions ensemble en front commun pour bien défendre la pénibilité. Il y a des sensibilités dans nos organisations qui varient sur la stratégie, mais sur la problématique en général, nous nous retrouvons pleinement sur les revendications. Alors je vais vous montrer une question qu'on a posée via l'application Echo et puis on va entendre les commentaires qu'elle suscite. Nous vous avons demandé sur cette application tout simplement ce que vous pensez de la pénibilité des métiers. Vous avez été plus de 1000 à réagir. Regardez, selon vous, qu'est-ce qui doit être prioritairement reconnu comme un métier pénible? Pompier pour 24% d'entre vous, infirmier pour 22%, ouvrier puis enseignant. Et on voit que tout en bas, et ça va pas faire plaisir à nos invités, militaires et puis cheminot pour 3%. Une petite réaction, Fabienne Vereil. On vient de parler de votre métier comme d'un métier pénible. En quoi est-ce qu'il est pénible ce métier? Et c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, ce sont les horaires, ce sont la disponibilité qu'on doit avoir. Si demain quelqu'un est malade dans l'unité où je travaille, on va rappeler une collègue en disant t'es en congé, est-ce que tu sais pas venir? Elle viendra parce qu'on travaille, on soigne de l'humain, donc on est toujours, on est plein d'empathie, on travaille fort en équipe et on sait que si on va pas dépanner son service, on va laisser ses collègues dans la dèche. Donc voilà, on fonctionne comme ça. Et puis il y a rarement une collègue qui dira non, je sais pas venir, sauf si elles ont une excuse valable. On dit même je suis désolée, je sais pas t'aider. Donc quelque part, voilà, c'est ça. Vous êtes aussi usé nerveusement par la pression que vous pouvez rencontrer en milieu Oui, on doit avoir une grande résistance au stress. C'est vrai qu'on reste pas insensible non plus à la douleur des patients. Je suis à la limite maintenant plus touchée par les maladies graves que quand j'étais plus jeune, parce que je pense que ça se rapproche. Les gens parfois ont mon âge maintenant, et donc c'est parfois plus difficile à vivre. Et puis on vit aussi des événements pénibles dans sa vie, comme tout le monde. Et donc l'accumulation, mais ça, voilà, je pense que en effet c'est une charge émotionnelle qui est là aussi, mais il y a aussi une charge physique qui est là, comme d'autres métiers. Mais on soulève des patients, on a mal au dos. Enfin, je dirais il y a aussi tout ce côté lourdeur de travail physique, quoi. Boris Moranville, là par contre, au niveau, ceci n'a pas valeur de sondage, on est bien d'accord, mais néanmoins, voilà, il y a très très peu de gens qui ont l'air de considérer que militaire c'est un métier pénible. Vous leur répondez quoi? Je vais les excuser tout de suite. C'est simplement du fait de la méconnaissance, premièrement. Pourquoi? Parce que les militaires, avant d'être maintenant dans la rue, ils étaient simplement à l'étranger, on ne les voyait jamais, on ne sait pas ce qu'ils font, mais à l'étranger, ils assurent la sécurité intérieure du pays quand même. Sachez juste qu'en guise de cadeau pour ceux qui ont voté à 3% pour les militaires, ceux que vous voyez dans la rue ne font pas 8-4. D'accord. Certaines personnes sont dans la rue, pour l'exemple, l'année 2017, 32 semaines, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Donc c'est ça que ça représente, la pénibilité du métier. Militaire, ça doit faire partie de la liste des métiers pénibles. Clairement, certainement. Et pour plein d'exemples, au niveau du statut, tellement de choses sont différentes. On parle de grève hier. Le militaire est le seul citoyen qui n'a pas le droit de grève. Le 15 novembre de l'année dernière, il y avait 10 000 militaires dans la rue qui ont pris congé pour être dans la rue, pour se faire entendre. Donc il y a tellement de choses dans le statut. Le militaire est la seule personne en Belgique qui peut tuer quelqu'un si on lui ordonne pour assurer la sécurité d'un autre. Un policier ne peut pas tuer, il doit se défendre ou défendre quelqu'un d'autre. Donc il y a tellement de choses qui peuvent avoir un impact sur cette pénibilité et les 4 critères, mais qui est dû à la mauvaise connaissance des gens, malheureusement. Ok, on va aller voir maintenant notre institutrice primaire. Alors on dit beaucoup, les enseignants ils exagèrent, ils ont beaucoup de congés, ils ont des horaires faciles. Je ne vais pas vous demander de refaire ce débat-là. Mais en gros, est-ce que c'est un métier qui est devenu de plus en plus difficile et ça justifierait qu'il fasse partie des métiers pénibles? Est-ce qu'enseignant aujourd'hui c'est plus difficile qu'il y a 15 ou 20 ans? Oui, je pense, mais j'ai quand même envie de dire que je suis une passionnée et que j'aime mon métier, que j'y prends du plaisir tous les jours, que je m'amuse avec les élèves et que je fais un maximum pour qu'ils soient bien. Mais ça devient difficile parce que certains élèves sont en souffrance psychologique et n'ont pas la place à nos côtés. Certains doivent être hospitalisés pour telle et telle raison. Il n'y a pas de place à l'hôpital. On doit attendre jusqu'au mois de juillet. En attendant, nous, enseignants, on doit rester avec cet enfant qui pique des crises, qui tape dans les tibias des enseignants, qui chaparde le journal de classe de l'enseignant, qui chaparde tout le matériel des autres élèves de la classe. Un autre élève qui n'est pas là en classe parce que la maman est malentendante, le papa ne parle pas français, il y a un décrochage scolaire. Et on ne parvient pas à le gérer, on ne sait plus. Ça veut dire qu'il y a un degré d'épuisement qui devient croissant, presque insupportable?
Mais ça devient lourd pour nous. On a de plus en plus de dossiers à remplir, de réunions à faire. On doit prouver toutes nos actions, au niveau remédiation, tout ce qu'on entreprend, on doit le prouver. Ça vous vexe de ne pas être classé plus haut dans les métiers pénibles au regard des gens? Moi, je pense que tous les métiers sont pénibles. À partir du moment où on doit aller travailler jusqu'à 67 ans, ça deviendra pénible pour tout le monde. Ben voilà, je reprends ici 2 commentaires qui nous arrivent en direct via Facebook. Celui de Xavier: un métier pénible, c'est le mien. Un métier pas pénible, c'est celui des autres. C'est vrai que c'est parfois aussi une vision de la société. Yves nous dit: la pénibilité des métiers, c'est juste un moyen de diviser les gens. Comment comparer des métiers différents? Frédéric Dardenne, on va réentamer le débat à table. On vient d'entendre 3 métiers: infirmière, enseignante, militaire. Qui, selon vous, parmi ces 3 métiers, fait un métier pénible? Est-ce que les 3 doivent être reconnus pénibles ou bien est-ce qu'il doit y avoir des exceptions? Je pense ici que les 3 exemples cités sont 3 exemples de métiers pénibles et qui doivent pouvoir quitter avant 67 ans. Ça me paraît clair. Ça me paraît clair. Et je pense qu'il faut pouvoir objectiver les choses. Il faut pouvoir objectiver les choses et c'est pourquoi il faut avoir un cadastre des facteurs de risque au niveau de la santé. Et je pense qu'on ne peut pas se limiter simplement aux 4 critères et qui sont 4 grands ensembles et je pense qu'ils ont leur pertinence. Mais il faut aller plus loin dans le détail. La charge physique, l'organisation du travail, le risque au niveau de la sécurité et le stress. Et il faut savoir d'ailleurs que le stress, dans le projet du ministre Baclen, est sorti des critères et devient un critère aggravant. Mais pas un critère aggravant, pourquoi? Il considère que ce n'est plus un critère de pénibilité au départ. Et donc il revient sur un accord, un consensus qui avait été fait entre les partenaires sociaux. David Je Carnaval, pense vous que n'êtes c'est pas pas d'accord assez sur loin. cet argument-là? Je crois qu'il faut vraiment avoir ce cadastre de ce qui touche à la santé des personnes. Et ça a été évoqué dans les 3 métiers dont on a parlé. Il y a clairement des éléments tout au long de la carrière qui font que à 60, 63, 65 ans, on est usé par ces éléments-là et on n'est plus capable d'aller jusqu'à 67 ans. Certaines personnes le sont peut-être et elles peuvent continuer, mais le problème c'est d'être obligé de continuer. Michel Miller, quel critère doit être fondamentalement pris en considération au moment où on va établir cette liste, peut-être ce cadastre des métiers pénibles? Mais, de toute façon, quels que soient les critères qui seront pris pour établir cette liste, il faudrait d'abord que les effets qui vont être reconnus par la pénibilité soient importants pour le travailleur. Si vous me donnez 25 critères de pénibilité et qu'à la fin, j'ai peanuts par rapport à quelqu'un qui n'a pas de pénibilité dans son travail, à quoi ça sert que j'ai 1, 2, 3 ou 4 critères? Donc, avant de parler de qui aura un critère, mais qu'est-ce que ça va lui apporter au travailleur? Parce que nous sommes en train de faire plein de calculs pour tout le monde et on se rend compte de 2 choses. C'est que celui qui est actuellement des tantièmes préférentiels et qui les perd, lui, non seulement il va devoir travailler plus longtemps, mais il aura une pension diminuée. Que celui qui est dans le système maintenant et qui a plus de 25 ans, de 25 ans d'âge, pas de travail, si on met la pénibilité à partir de 2019, il n'aura pas d'effet parce qu'il n'aura pas travaillé assez longtemps. Et si on prend comme critère le fait d'avoir une présence effective au travail, effective, et je prends l'exemple du privé pour ne pas prendre l'exemple de la fonction publique, 30% de la carrière de quelqu'un du privé, ce sont des périodes assimilées. Donc sur 40 ans, pendant 10 ans, pendant 13 ans, il ne travaille pas. Je peux multiplier ça par un 10, un 15, un 20. Je n'aurai jamais les critères de carrière pour partir plus tôt. Réponse à David Clarinval et à Jean Hendrick, si vous voulez bien. Mais tout d'abord, un tweet qui vient de nous arriver directement avec le hashtag à votre avis. On le découvre tous ensemble. Il n'est toujours pas signé. J'ai lu dans les médias que le ministre Baclen ne veut pas que le stress soit pris en considération pour évaluer la pénibilité, alors même que le recensement, le burn-out vient d'être reconnu comme maladie professionnelle. Je n'y comprends rien. Le stress ou d'autres critères, qu'est-ce qui doit être pris en considération, David Clarinval? Mais tout d'abord, il y a quand même beaucoup d'approximations dans ce qui est dit ici. Donc je voudrais quand même préciser plusieurs choses. La première, il faut arrêter de faire croire que tout le monde va travailler jusqu'à 67 ans. Les enseignants, les infirmières, ça n'est pas le cas. On sait très bien qu'il y aura peut-être 10% des gens qui travailleront jusqu'à 67 ans. Le principe est de faire travailler les gens un peu plus longtemps. Aujourd'hui, ils sortent à 60 ans, donc c'est plutôt les faire partir vers 62, 63 ans. Donc arrêtons de dire ça. Deuxièmement,
la volonté du gouvernement, et c'est très difficile évidemment de trouver des critères objectifs qui définissent la pénibilité. Si vous demandez l'avis des gens, tout le monde estime que son job est pénible. Et donc il faut objectiver le débat, et le ministre a mis 4 critères sur la table. Le premier, c'est tout simplement le problème physique, devoir faire des tâches répétitives, porter des charges lourdes. Le deuxième, c'est l'organisation. Et donc, par exemple, les personnes qui travaillent la nuit, ça c'est typiquement une forme d'organisation qui est pénible. Le troisième, c'est des critères de stress de type pression psychologique qui, en effet, peuvent aggraver les problèmes. Et le dernier critère, c'est les risques de sécurité. Donc, quand il y a des personnes qui prennent des risques pour leur sécurité. Ces 4 critères-là, si, en effet, les fonctions que vous exercez rentrent dans ces critères-là, vous pouvez avoir 1, 2 ou 3 critères cumulatif, de telle sorte à ce que, je vais faire simple, votre pension sera 0,5, 0,1, non, allez, 5%, 10%, 15% augmenté. C'est pour simplifier, mais donc, on augmente de 5, de 10 ou de 15% la carrière. La carrière. Attendez, laissez-moi achever. Et donc, ça c'est un premier élément. Donc, ça voudrait dire que dans les calculs qui sont mis en place, les personnes qui auront 1, 2, 3 critères pourront dès lors de 15, 10 ou 5%. Je vous donne un scoop. Personne n'en a parlé ici, mais le ministre Baclen propose également que les personnes qui ont un handicap soient systématiquement, en fonction du taux de handicap, reconnues comme un métier pénible. Donc les personnes qui travaillent évidemment avec un handicap. Ça, personne n'en parle, mais c'est aussi un aspect social qui est mis en avant par le ministre. Attendez, laissez-moi achever. Rapidement, si vous voulez bien qu'on passe à donc, quand vous avez quand vous obtenez ces critères-là... C'est un cadeau du ministre. Mais donc, à qui est-ce qu'il octroie ça? Eh bien, personnes handicapées qui aujourd'hui... De niveau 4 en fonction de leur niveau de handicap, de niveau ils auront, aujourd'hui, ils n'ont rien du tout. Non, de niveau 4 et 5. Alors, les syndicats devraient être contents qu'on offre ça aux personnes handicapées. Est-ce que vous connaissez un handicapé de niveau 4? Écoutez, on va Moi, pas j'ai un copain qui a un fils qui est handicapé de niveau 4. Aujourd'hui, ils n'ont rien, demain, ils auront quelque chose. Il est autiste profond, il porte des langes et il doit avoir une tierce personne pour se déplacer. Je ne pense pas qu'il travaille. C'est ce que je vous dis. Donc, ce que le ministre fait, il jette de la poudre aux yeux. Mais non, parce que ça, c'est niveau 4. Après, il n'y a pas que les niveaux 4. C'est 4 et 5, regardez la loi. Aujourd'hui, il n'y a rien. Alors, un tout petit peu tout ça. Jean Hendrick, si vous voulez bien, est-ce qu'on fait bien de critériser justement ces métiers pénibles? Est-ce qu'on va créer des divisions, comme le disent les citoyens? Écoutez, dans le cadre de la commission de réforme des pensions, M. Dardenne sait très bien, on a remis un avis en 2015 sur les métiers pénibles et sur la pension progressive. Nous sommes très, très réservés sur les métiers pénibles. Nous avons été très clairs là-dessus. Il y a toute une série d'effets pervers potentiels avec les métiers pénibles. Et très clairement, on est parti dans une foire d'empoigne ici. C'est ce qui va se passer. Et ça va être un marchandage. Un marchandage de tapis pour savoir, un tel, on va lui retirer ceci. Et dans une enveloppe fermée, et comme M. Meyer a dit aussi, au plus vous allez multiplier les critères pour satisfaire un plus grand nombre, au plus faibles seront les compensations. Ce que je voudrais quand même, si vous me permettez, au moins je serais venu pour quelque chose d'utile, c'est peut-être d'insister un peu plus sur l'alternative à ces critères de pénibilité, c'est d'offrir des possibilités de sortie progressive de la carrière. Madame parle de degré de fatigue. On dit qu'on va devoir travailler plus longtemps. J'insiste sur la durée de carrière. On va devoir travailler plus longtemps. La personne qui vient me dire droit dans les yeux que ce n'est pas vrai, c'est quelqu'un qui ment. On doit travailler plus longtemps, c'est une obligation sociale qu'on a si on veut respecter notre contrat social et le maintien à flot de notre système de pension pour les jeunes. Ça, c'est une obligation qu'on a. Et donc, qu'est-ce qu'on peut proposer? Si on doit travailler plus longtemps, on ne va pas demander aux gens de faire un marathon à la vitesse d'un sprint. Donc, on autorise des possibilités de ralentissement. Et j'aime beaucoup l'intervenante parce qu'elle vient d'un secteur qui est le secteur infirmier où, de leur propre initiative, ils ont mis en place un système de sortie progressive qui est le plan Tandem. Et le plan Tandem, c'est quand même formidable parce que c'est complètement autofinancé. Et ça sont les infirmières. Ça, on aurait dû y penser dans nos... Oui, ça peut faire une émulation et être appliqué dans d'autres secteurs. C'est une chouette expérience où fondamentalement, les infirmières arrivées à un certain âge commencent à fatiguer et donc réduisent leur temps de travail, 4/5e, 3/5e, avec une compensation financière, avec obligation de remplacement par un jeune, donc l'emploi des jeunes est garanti, mais comme le jeune en début de carrière coûte moins cher que l'infirmière plus expérimentée, on peut compenser, et tout ça est autofinancé, et on met en place un mécanisme de sortie progressive. Donc Philippe Andriane veut réagir. Monsieur Andriane. Oui, parce que je crois quand même qu'il y a pas mal de contre-vérités dans ce qu'on dit. Et en tout cas, une contradiction par rapport à une série de mesures. De la même manière que la pension à points ou les 67 ans ne sont pas le vrai problème au niveau à hauteur de pension, ce sont plutôt les
mesures qu'on prend en matière de période assimilée, etc., qui vont diminuer les pensions. De la même manière, on a durci pour le moment les fins de carrière. On a durci alors qu'on veut faire travailler les gens plus longtemps. Donc il faut aménager les fins de carrière. C'est ce que vous venez de dire. Mais ce qu'on fait... Ça, c'est urgent. Oui, c'est urgent, mais seulement on fait le contraire. Mais oui, puisque l'infirmière qui va partir dans son plan tandem, elle va être considérée comme 4/5e temps. Donc cette période-là, pour sa pension, va compter pour 4/5e. Mais justement, je vois que madame ça sera plus valorisé dans sa pension. Reprenez le micro, madame. Mais nous avons aussi quand même un avantage. Nous avons des réductions de temps de travail dans les hôpitaux où nous sommes considérés âgés à partir de 45 ans et on a le choix au niveau du personnel soignant, infirmière et aide-soignante, de prendre un jour à partir de 45 ans par mois, non cumulable, 2 jours à 50 ans et 3 à 55 ans. Et donc, ça s'arrête à 55 ans, donc c'est maximum 3, ce qui fait quand même 36 jours de congés payés, payés par an en plus. La seule chose, c'est que vous pouvez choisir entre la prime et le jour de congé. Et donc, finalement, beaucoup d'infirmières prennent, vu le salaire qui n'est quand même pas très élevé, beaucoup d'infirmières prennent la prime. Et donc, finalement, on court-circuite le circuit. Monsieur Moranville, rapidement, si vous voulez. Voilà, je vais être bref. J'ai vraiment apprécié ce que vous avez dit par rapport à l'aménagement de fin de carrière. Et d'ailleurs, dans les mesures d'assouplissement qui avaient été prévues entre le cabinet pension et le cabinet 22 putes au niveau de la défense, il y avait un point sur l'aménagement de fin de carrière au sein du cabinet 22 putes. Et le problème des partenaires sociaux à l'heure actuelle, c'est que là, il n'y a rien. Donc, ce qui est malheureux, c'est que ces aménagements de fin de carrière dépendent du ministre et in fine, du chef du ministère dans lequel on est. Là, pour l'instant, avec un ministre NVA, à la Défense, il ne se passe rien. Il y a peut-être un principe qui a été mis sur la table aujourd'hui. Je ne vais pas l'expliquer parce que demain, c'est déjà plus d'actualité. Nicolas Van der Biest, je vois que vous êtes plongé dans votre ordinateur. Ça veut sans doute dire que ça réagit énormément. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite synthèse? Est-ce qu'il y a un commentaire qui ressort plus que les autres? Il y a des commentaires absolument pour tout, c'est-à-dire ceux qui cherchent pourquoi est-ce qu'on en est là et est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des solutions, et puis certains qui trouvent des trucs assez inventifs, notamment sur la progressivité ou le choix qu'on puisse choisir ou non quelque chose. Certains qui râlent sur le chômage des jeunes qui finalement, avec ce retard de la retraite, fait en sorte que ça soit plus long. Enfin, c'est assez constructif, faut dire, ce soir. Et ben, c'est comme ça toutes les semaines, donc c'est pas plus mal. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'évidemment, on aurait voulu parler peut-être de cette pension unique, de ce système que certains appellent aussi une pension universelle, finalement, mais il aurait fallu des heures pour continuer tout ça. Là, pour l'heure, je voudrais qu'on accueille Pierre Kroll, qui est en coulisses. Rebonsoir Pierre. Voilà. Ça s'est bien passé. Je vous avoue que vous avez décroché pas mal de sourires sur ce plateau à quelques occasions, David Clareval notamment. C'est pas une matière dramatique, mais c'est une matière quand même un peu ennuyeuse. Qui concerne tout le monde. J'espère que j'ai essayé de rendre ça un peu amusant. Et je vais terminer juste par un clin d'œil parce qu'il y avait un absent, quand même, le ministre concerné. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est un métier pénible. En tout cas, ça n'a pas l'air évident. Moi, je ne prendrais pas cette matière-là si j'étais ministre. Ça m'a l'air très compliqué. Donc voilà, un petit dessin de M. Baclen. Ça ne veut pas dire que je soutiens ce qu'il fait avec pitié pour lui. Il peut aussi passer la main à un plus jeune. Si j'ai bien entendu. Moi, je n'ai rien entendu sur le plateau. Voilà. Un grand merci à vous, Pierre. Un petit coup d'œil sur la une du magazine Moustique de cette semaine. Il est sorti. C'est évidemment tout autre chose. Il nous parle du sucre. Ça, c'est quelque chose évidemment qui concerne la santé. Il faut être évidemment prudent avec sa consommation. Je vous recommande la lecture de ce dossier. Si vous voulez faire partie du public de cette émission qui touche tout doucement à sa fin, vous nous écrivez un petit mail à l'adresse suivante, à votre avis, @rtbf.be. On sera ravis de vous accueillir comme l'école Bischofheim, j'espère que je prononce bien. Oui, ça va, on me dit que oui, ça a été. Vous n'hésitez pas, on vous reçoit, vous visitez les locaux de la RTBF, puis vous assistez à l'émission en direct. Merci de nous avoir suivis en télévision, sur les réseaux sociaux également. Merci à toute l'équipe technique qui était présente ce soir. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. À la semaine prochaine. Au revoir.